Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, un épisode où on va prendre de la hauteur avec un aventurier hors norme. Mais avant de vous présenter donc mon invité du jour pour ce 96e rendez-vous hebdomadaire dans le podcast À côté de mes pompes, je voulais vous livrer deux petites anecdotes qui ont marqué ma fin de vacances. Comme je vous l'avais annoncé, j'avais une course qui s'est déroulée dimanche dernier, un petit 7 km histoire de se remettre un petit peu en jambes après cette période compliquée de mal de dos qui m'a quand même bien stoppé dans l'élan que j'avais sur les mois précédents. Donc petite course, ça m'a fait plaisir de remettre un dossard, de revoir de nombreuses personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc ça c'est le côté convivial de la course à pied au sein de mon club, mais également des gens que je côtoie habituellement sur ces courses. Ça, c'était le premier événement. Et puis juste avant de rentrer de Loire-Atlantique, j'ai eu l'immense plaisir de réaliser une rencontre avec des auditeurs, notamment un, Baptiste, qui accompagné donc de ses amis Lucille et Clément, m'avait contacté pour que l'on puisse se retrouver du côté de Saint-Brévin où j'étais en vacances. Baptiste venait nager avec Florent en mer, donc dans une eau à 13 degrés. Et puis on a pu se caler un petit temps sur la plage de Saint-Brévin pour discuter, pour échanger, pour savoir qui on était. Lui a l'habitude, Baptiste, de m'écouter chaque vendredi dans ses oreilles, et c'était l'occasion de mettre un visage sur cette voix qu'il écoute, et moi aussi d'avoir le visage donc en face à face d'un de mes auditeurs. Donc c'était vraiment une petite rencontre très sympathique. Donc clin d'œil à Lucille, Baptiste et Clément. Merci à vous d'avoir fait ce petit bout de chemin de Nantes jusqu'à Saint-Brévin. Donc si vous suivez l'actualité des réseaux, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil. Si vous voyez que je passe à côté de votre domicile ou dans votre région, ce sera avec un grand plaisir pour que l'on puisse un petit peu se connaître, échanger et puis partager notre passion commune. Alors passons à la présentation de mon invité du jour. Alors j'ai eu l'immense plaisir d'enregistrer un épisode avec Guillaume Artus. Alors cet ultra trailer n'est pas forcément le plus connu ni le plus titré, mais je trouve au regard de son parcours que c'est un des sportifs les plus endurants que j'ai été amené à croiser jusqu'à ce jour sur le podcast. Guillaume est un coureur qui dispose d'une grosse expérience, qui a réalisé des courses que vous connaissez tous, qu'il s'agisse de l'Eco-Trail, de l'UTMB. Alors vous allez me dire, c'est pas à la portée de tout le monde, je le conçois, mais il a réalisé également des défis qu'il appelle courses débiles, ce sont ses mots. L'Ultra Trail de Montmartre, donc gravir les escaliers du funiculaire pendant des heures et des heures, courir pendant des centaines de kilomètres dans un tunnel. Ce sont des courses, vous allez me dire, mais pourquoi il les prépare ? En fait, après avoir réalisé ces courses mythiques pour lui, telles que l'UTMB, en 2014, Guillaume s'est donné 5 ans pour préparer une course encore plus gigantesque. Passionné de montagne et après avoir parcouru bon nombre de cette chaîne alpine à travers l'Europe, Guillaume s'est lancé le défi de traverser la Via Alpina. C'est une traversée des Alpes de la Slovénie à Monaco par la voie la plus extrême. Soit un total de 2650 km pour, tenez-vous bien, 150 000 mètres de dénivelé positif, soit environ la distance entre Paris et Orléans. Imaginez un peu. Alors dans cet épisode, Guillaume revient longuement sur cette préparation méticuleuse. Alors ça, c'est peut-être son métier de comptable qui fait qu'il est très carré, très méthodique dans tout ce qu'il prépare, dans tout ce qu'il aborde, et c'est aussi quelqu'un au grand cœur qui aime partager donc cette aventure qui a en plus débouché sur un record, puisque cette Via Alpina, c'est 2650 km, il les a parcourus en moins de 45 jours. Alors, soucieux de partager, soucieux de transmettre ce qu'il a pu vivre, Guillaume en a même fait un documentaire, et j'ai eu la chance, pas plus tard qu'hier jeudi, de le recevoir à Main-sur-Loire avec mon club de course à pied. Nous avons organisé une soirée pour qu'il puisse venir
présenter son documentaire et en plus nous apporter des réponses via une petite conférence. Donc Guillaume, je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette interview en longueur, d'avoir pu faire ta connaissance lors de ton passage à Main-sur-Loire. C'était un réel plaisir. Pour les auditeurs qui sont passionnés par le trail, des amoureux de la montagne, je vous invite à aller découvrir ce documentaire réalisé par l'agence Peigné Vertical avec le défi donc de Guillaume. Moi je vous laisse en compagnie donc de cet ultra trailer Guillaume Artus et son défi Via Alpina. Bonne écoute à vous. Bonjour Guillaume, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler de défis vraiment très très longue distance avec toi. Si je t'ai invité sur le podcast aujourd'hui, donc la sortie se fera au lendemain de ta venue à Main-sur-Loire puisque tu vas nous présenter un documentaire, fruit de ton parcours de vie sur cette Via Alpina. Mais avant cela, avant de discuter longuement donc de cette aventure et de ce projet de vie, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs afin qu'ils puissent te connaître un petit peu plus. Bonjour à tous déjà, ravi de pouvoir échanger sur ce sujet. C'est toujours un plaisir d'échanger sur l'ultra trail. Je m'appelle Guillaume Artus, j'ai 31 ans. Voilà, ma passion et ce que je fais le plus, c'est de l'ultra trail, c'est-à-dire courir de très très longues distances. Voilà, ma spécialité, c'est au-delà de 3 jours. Donc à partir de 72 heures et au-dessus de 200 km, c'est là où je commence à être à peu près compétitif et puis surtout là où je m'amuse. Et voilà, donc effectivement, donc hier, du coup, ce sera hier. Voilà, on a présenté un documentaire sur la Via Alpina. La Via Alpina en quelques chiffres. Et qu'est-ce que c'est? Parce que ça parle à personne. Donc bien entendu, la Via Alpina, ça se passe dans les Alpes. Et c'est bien entendu, en fait, c'est toutes les Alpes. Donc de Slovénie à Monaco, en parcourant l'intégralité de l'arc alpin. Ça fait donc 2650 km, 150 km de dénivelé positif. Pour rendre les chiffres un peu plus humains, pour ceux qui font l'ultra trail, c'est 16 fois l'UTMB à la suite, enchaîné. Pour ceux qui ne parlent pas du tout sur ce genre de distance, donc en termes de kilométrage, donc la distance c'est l'équivalent de Lille-Marseille, Marseille-Lille, donc en aller-retour en traversant la France à pied. Et la distance c'est Paris-Orléans en dénivelé, donc en gain positif, donc 150 km. Voilà, donc c'est gros. C'est très très long et puis par contre c'est une aventure incroyable de 44 jours en solitaire à travers les Alpes. Ce n'est pas le cœur de ton métier, Guillaume. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Oui, donc du coup je suis pas coureur professionnel, hein, donc je suis amateur éclairé, on va dire. Voilà, j'ai des sponsors depuis quelques années, etc. Ça permet de payer une partie du matériel et autres. Mais non, je suis salarié. Je travaille dans un grand groupe. Je suis comptable à la ville, donc je travaille 50, 60 heures par semaine. Et du coup, je vais aller courir les mardis soirs, faire des marathons et faire des sorties longues tous les week-ends ou aller sur des courses les week-ends pour pouvoir m'entraîner. Donc on peut faire des trucs un petit peu bizarres, un petit peu longs, voire du très très long, sans pour autant être professionnel. Après ça demande un investissement personnel conséquent, mais il faut jongler un petit peu. Mais non, j'ai un vrai job. Souvent les gens se demandent mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est ce qu'il fait toute la journée. Non, je bosse. Comment cette passion pour le trail, très longue distance, est venue? Est-ce que tu avais déjà un passif de sportif étant jeune? Est-ce que la course à pied était quelque chose que tu pratiquais et affectionnais étant enfant? Ou est-ce que c'est venu un petit peu plus sur le tard? C'est venu sur le tard et je me suis mis à faire du trail parce que en fait c'est pour voir du paysage. Donc en fait j'étais à la base nageur, donc j'ai fait les bébés nageurs et ensuite j'ai fait de la natation en compétition jusqu'à mes 18-19 ans. Et puis devais partir à Angers pour mes études, j'avais plus trop d'accès à une piscine et à un club et donc du coup j'étais énervé. Et quand j'étais énervé, on était un week-end chez mes parents, je suis parti courir et ce jour-là, j'ai tourné autour du lac jusqu'à ce que j'ai calmé mes nerfs et en rentrant, je me suis aperçu que j'avais fait un semi-marathon après que mon père ait demandé de regarder un peu la distance que j'avais fait parce que j'avais pas de montre, j'avais pas de chaussures adaptées, j'avais rien à l'époque, hein, donc c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis une année plus tard, mon frère m'avait demandé il allait faire le marathon de Paris. Du coup, je me suis inscrit aussi. Je l'ai pas vraiment fait très très sérieusement. Je m'étais pas vraiment entraîné à faire du fractionné, des choses comme ça. Donc je suis resté 2-3 ans sur marathon jusqu'à passer une année. Je suis passé de 4h20 sur marathon à 3h30. Et puis là, ça s'est complètement accéléré. Ma vie est partie un petit peu en sucette avec tout de suite
un premier trail avec un 2 fois 38 km en back-to-back, donc jour après jour. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, les 2 fois 38 km sont venus des 80-85 km. Là, c'était le trail des Écrins, et puis après, j'allais sur le Tour des Fises, la Saint-Élion, quelque chose qui est un peu plus connu, donc le 70 km entre Saint-Étienne et Lyon en décembre. Et puis, c'est parti en freestyle très très rapidement. Donc l'année d'après, j'étais sur un 143, quelque chose comme ça au Canada. Puis j'étais qualifié pour l'UTMB que j'ai fait en 2014. Et puis en 2014, c'est 5 ans du coup avant la Via Alpina. J'avais plus de projet puisque je m'étais donné 10 ans pour arriver sur l'UTMB. Et puis au final, j'y étais en 3. Donc je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et puis 16 fois l'UTMB. Et puis surtout découvrir des Alpes que j'affectionne particulièrement, c'était l'occasion. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des courses encore plus longues, encore plus stupides, encore plus incroyables. Et puis d'aller repousser un petit peu les limites personnelles. Et puis surtout assouvir cette soif de découvrir, de voir du paysage, de faire des choses pour voir plus loin. La distance, c'est cool, mais en vrai, si tu vois rien, c'est pas non plus l'extase, quoi. Donc, voilà. C'est le comptable qui parle là, d'être enfermé dans un bureau toute la journée. T'as envie et t'as besoin d'aller vers l'extérieur. Je crois qu'il y a chaque chose en son temps. Tu vois, au travail, tu peux être stimulé intellectuellement. J'ai la chance d'avoir un métier où on me demande de réfléchir, donc c'est plutôt cool. Maintenant, d'être stimulé intellectuellement, c'est bien, mais aussi d'être stimulé par ailleurs physiquement et puis mentalement, d'aller s'évader un petit peu. Je crois que c'est essentiel. C'est une question d'équilibre. Donc oui, bien entendu. Après, le comptable, il est surtout dans mon approche de ce genre de préparation et autres. Je suis très très cartésien. Je vais essayer de laisser le moindre chance possible à l'aléa, plutôt essayer de comprendre quand il y a un aléa qui va arriver. De toute façon, la question, c'est pas est-ce qu'il va arriver, c'est quand. De pouvoir le gérer, etc. Donc d'essayer de se planifier au mieux, de se préparer au mieux pour gérer les imprévus. C'est une discipline. Et puis il faut pas faire n'importe quoi, hein, quand tu pars en montagne. Moi, je suis souvent seul en montagne, donc les équipes de sécurité qui sont déjà prévenues, des balises GPS pour être suivi en permanence, des choses comme ça. Donc c'est pas parce qu'on part à l'évasion comme ça, aller explorer les choses et un petit peu entre guillemets faire un truc un peu fou qu'on fait n'importe quoi. Je crois que la distinction est hyper importante. Voilà, c'est pas parce qu'on fait un truc de dingue qu'on est obligé de se mettre en danger plus que nécessaire, quoi. Alors, tu le dis, cartésien, relativement méticuleux dans toute la préparation, ça n'empêche que j'ai trouvé quelques courses un petit peu folles, que tu qualifies toi-même de débiles. Absolument. Dans un tunnel, dans des marches. Oui. Est-ce que tu peux les exposer aux auditeurs? Oui, alors en France, il y en a quelques-unes. Dans le monde, il y en a un peu plus. Il y a toute une catégorie de courses absolument débiles. Je les adore. Donc par exemple, la course dans le tunnel, c'est un tunnel qui fait 1 mile. Donc 1 mile, c'est 1,7 km grosso modo. Et il faut faire 200 allers-retours, une centaine d'allers-retours dedans, donc ça fait 200 miles qu'on doit courir dans un tunnel dans le noir avec la frontale pendant 2 jours de suite. Donc c'est très débile, ça ne sert à rien, mais en fait ce qui était intéressant, c'est qu'en fait ça faisait partie de mon plan d'entraînement en fait pour la Via Alpina. En fait, je devais avoir vu et vécu des choses qui sont atroces. Parce que l'objectif, c'est de repousser tes limites dans différentes catégories. Donc, tu viens travailler le mental, le manque de sommeil dans une course comme ça. Parce que là, tu as la possibilité justement d'aller dans un environnement qui est hyper safe, une course, quelque chose d'encadré avec des gens autour. S'il se passe la moindre chose, tu es tranquille. Et tu as la possibilité du coup d'aller vraiment repousser l'une de tes limites. Peu importe laquelle c'est, mais d'en prendre une en particulier et d'aller la pousser au maximum. Et donc, forcément, quand tu te mets à courir 300 bornes en aller-retour dans un tunnel, tu vas vraiment aller chercher tes ressources de est-ce que tu es affecté par le manque de sommeil, l'absence de visibilité, est-ce que tu continues quand même à avancer, choses comme ça. Et donc, tu viens du coup travailler à l'extrême quelque chose. C'est un petit peu comme quelqu'un ferait une séance de fractionné pour préparer un 10 km ou un marathon. Et moi, mes séances de fractionné, c'est un 200 km dans un tunnel en aller-retour. Et donc, ça passe aussi par, justement, quand tu parles de marche, je pense que tu parles de Montmartre, donc l'Ultra Trail de Montmartre, par exemple. Exactement, l'idée, c'est 80 km en aller-retour dans les marches de Montmartre pour faire un peu plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est répétitif, faut faire 271 allers-retours des marches.
ça ne sert à rien. Mais c'est absolument incroyable parce que tu viens détruire tes jambes sur un environnement où tu peux pas choisir ta propre foulée, donc tu subis le terrain. Et forcément, quand tu es capable de faire des sessions d'entraînement où tu vas monter pendant 24 heures de suite de non-stop, même si tu as une grosse montagne qui fait 2000 de dénivelé positif d'un coup, ce qui est quand même extrêmement rare dans le monde, hein, et dans les Alpes, il doit y en avoir une quinzaine, et sur la Via Alpina, il y en avait 3. Et forcément, quand tu dois en faire 3 de 2000 à la suite, ça te fait plus grand chose, t'as déjà fait 11 000 quoi. En fait, c'était la culture de ces courses complètement débile, c'est d'aller trouver un terrain d'entraînement où tu vas aller te fracasser la tête et les jambes, ou peu importe ce que tu es en train de travailler dans un environnement complètement sécurisé. Et puis c'est rigolo quoi. Après moi j'ai un sens de l'humour un peu particulier, mais voilà, c'est des choses comme ça où je trouve que c'est absolument génial de pouvoir être avec des gens qui sont un petit peu aussi attirés par ce genre de trucs un petit peu étranges, de pas trop se prendre au sérieux. Et pour autant quand t'es dedans, là c'est la guerre quoi. Donc c'est un côté hyper sympa, hyper ludique aussi de découvrir ses propres limites. Et je pense que ces événements ont un avantage incroyable, contrairement à une course classique ou un marathon où il y a une barrière horaire où tu peux finir en 7h30, où il y a des barrières horaires, il y a de la difficulté et finir n'est pas garanti. Et le fait que finir n'est pas garanti, ça redonne de la valeur à finir. Ça reste très difficile de finir un marathon en 7 heures pour quelqu'un qui a la difficulté et que c'est très difficile. Mais quand tu commences à avoir un niveau, etc., il y a de moins en moins de choses où tu te dis, là, en fait, peu importe ce qui se passe, de toute façon, je vais finir. Et donc, il n'y a plus le challenge. Il y aura que le temps qui va changer, mais voilà, c'est ça. C'est un chrono. Après un chrono, moi, je suis pas du tout dans la culture du chrono. Il y a plein de gens dans le circuit qui sont justement en train de revenir un peu de ça. Ouais, c'est trop bien, t'as enlevé 5 minutes à ton chrono. Et alors, qu'est-ce que t'as vu de plus? Rien, c'était le même parcours, c'était la même chose. Il y a juste 5 minutes d'écart. Donc, ça perd un peu de sa saveur au fur et à mesure, les chronos. Et là, alors que là, sur des courses comme ça, le jour J, t'es pas sûr si tu peux le finir. Et ça rajoute un petit peu de valeur au mot de finisher, je trouve. Donc, c'est pas mal. Ça permet d'accéder à quelque chose de plus intéressant lorsque t'as déjà un petit peu poncé les chronomètres. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même dans ces courses où tu dois justement gravir les escaliers de Montmartre pendant un certain nombre d'heures ou parcourir ce tunnel à de nombreuses reprises? Le mental, finalement, là, a été travaillé, ou est-ce que tu avais déjà cette capacité, peut-être en tant que nageur, à enchaîner dans la piscine des longueurs et à être, on va dire, oui, dur c'est vrai que les allers-retours, je savais déjà un petit peu faire, donc ça faisait la natation forcément, quand on est déjà capable de faire des 10 km piscine. Donc un 10 km piscine dans une piscine de 50, ça en fait quelques-uns aller-retour, je vous laisse faire la conversion. Mais l'idée aussi, c'était de venir tester des limites parce que mentalement ça allait entre guillemets, mais en fait quand j'étais dedans, je me suis aperçu que pas du tout. En fait, et donc là, on va complètement repousser ses limites et on vient travailler le mental. C'est dur, on a envie d'abandonner. Imaginez une course où tu as 271 x 2 parce que tu peux abandonner au haut et en bas. Donc il y a plus de 450, 500 possibilités d'abandonner dans une course. 500. Genre c'est énorme, tu peux abandonner à chaque pas pratiquement. Donc forcément t'as intérêt à être solide et ça te force à le devenir quoi. Donc c'est un espace de travail absolument incroyable et puis en termes de découverte de soi, tu aperçois que t'étais beaucoup moins fort que tu pensais. Et aussi c'est une zone de progression. Et c'est là où se mettre en danger et aller sur les courses où t'es pas sûr de finir, c'est là où tu progresses vraiment. Et je me suis aperçu que pendant la Via Alpina, quand c'était très très dur, quand j'étais au fond du seau, au fond du trou, que j'en pouvais plus, j'étais en mode en même temps c'est pas grave, il pleut, mais il va pleuvoir que pendant les 15 prochaines heures. J'ai déjà fait des courses où il pleuvait pendant 30. 15 heures finalement, c'est même pas la moitié de ce que t'as déjà su faire. Donc c'est pas grave. Et alors que 15 heures de pluie, c'est l'enfer, tu vois. Mais tu vois, ça t'apporte du coup un nouvel extrême que tu as déjà fait, et donc du coup ça te permet de relativiser complètement la difficulté du moment. Et donc ça te permet t'as une tranquillité d'esprit absolument incroyable. En fait, plus rien n'est dur parce que tout l'est déjà. Donc c'est trouver du confort dans l'inconfort en fait. Et ça, pour la vie de tous les jours après,
plus jamais l'impression de faire un effort. Quand il y a un problème au taf, au travail, est-ce que c'est vraiment très grave? Non. Donc du coup, on peut se concentrer tout de suite sur la résolution des problèmes plus que sur se lamenter sur le fait que ça aille pas, quoi. Donc ça apporte aussi une stabilité dans la vie de tous les jours, qui est un confort de ne plus jamais faire d'efforts, alors qu'on fait plein de trucs, quoi. Mais en fait, on n'en fait plus jamais. Donc ça, c'est vraiment le gain que j'avais pas vu venir. Je savais qu'il pouvait arriver, mais dans cette ampleur-là, j'étais pas au courant. Et c'est vraiment, ça te permet de changer de vie, quoi. C'est une philosophie de vie que tu appliques finalement Oui. au quotidien. Oui, c'est une philosophie de vie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je suis même plus en train de l'appliquer, quoi. C'est que, en fait, c'est devenu mon état d'esprit en fait, l'adversité fait partie du chemin, et les jours, ouais, effectivement, ta machine, elle va tomber en panne, tant pis, hein, tu sors le truc, t'as besoin de pester pendant 5 heures, hein, tu te retrousses les manches, t'y vas, et tu répares ta machine à laver, quoi. Mais, tout marche un petit peu comme ça, quoi. Donc, en fait, la question vraiment, hein, je l'ai utilisé l'expression tout à l'heure, hein, mais la question c'est pas si, c'est la question c'est quand. Donc autant être un peu près de savoir ce qui va se passer, etc. Et pour autant, hein, ça m'empêche pas d'apprécier des moments imprévus, des choses comme ça. Mais c'est plus entre guillemets, j'ai ma boîte à outils qui est un peu prête, et puis quand il y a besoin de l'appliquer, Tu vas chercher, on y va, quoi. Voilà. Tu vas chercher la bonne ressource au bon moment parce que tu as déjà vécu ces choses-là. Oui, dans une difficulté beaucoup plus grande, hein, comme tu le disais. On se plante, hein, comme tout le monde, hein, bien entendu. Hein, c'est pas une science exacte. Tu pensais avoir la boîte à outils, en fait, tu l'as pas du tout. mais bon, dans l'esprit, entre guillemets, si ça arrive, c'est un moment, c'est pour apprendre. C'est un moment pour apprendre à nouveau. Donc, on est reparti. Hein, on enfile les gants, on est reparti pour apprendre. Et puis les phases d'apprentissage, mine de rien, c'est assez incroyable. Donc l'échec, hein, mine de rien, que ce soit sur une vie sportive, pro ou perso, nourrit énormément, et c'est là où on grandit. Hein. On se souviendra beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. C'est le côté un petit peu pessimiste du genre humain, peut-être que des Français, mais surtout du genre humain. Donc ça permet aussi d'avancer, de progresser. Donc c'est un moteur absolument incroyable. Avoir une défaite et rien apprendre, c'est ça le vrai échec. Avoir une défaite et puis en tirer une bonne leçon pour progresser, c'est une très belle victoire. Alors, sur cette après UTMB en 2014, tu avais déjà programmé toutes ces courses qui allaient te servir justement de jalon Alors non. Non. Non, pas du tout. Donc j'ai pas une boule de cristal. Donc UTMB 2014, donc on est en septembre. Je mets 2 mois à redescendre. Il se trouve que la fin de mon UTMB est absolument horrible. Les 6 derniers kilomètres, j'ai mis un temps incroyable à les faire. Je sais plus combien c'était, mais je crois que c'est les 10 derniers kilomètres, je les ai mis en 6 heures, alors qu'il y a plus que du plat sur un plateau et une descente. Hein. Donc concrètement, j'étais hyper limité. J'avais juste bien avancé suffisamment pour pouvoir arriver à une arrivée dans la barrière horaire, donc ça allait. Mais donc 2 mois après, en fait, je me suis dit que j'étais qu'une merde, quoi. Donc que c'était pas terrible, et puis j'avais surtout plus d'objectif, un objectif qui avait structuré ma vie pendant 4 ans, et moi je fonctionnais énormément par objectif. Enfin, c'est dur avec toi-même quand même, parce qu'en 3 ans, tu avais quand même gravi beaucoup d'échelons. Oui, mais je suis dur avec moi-même. Oui, mais à chacun son Everest. À chacun son Everest. Donc ça, moi, c'est la manière dont moi je vis le truc. Quelqu'un, ça se trouve, il va se dire que il a besoin de 10 ans pour courir 10 kilomètres, et c'est très bien. S'il a besoin de 10 ans pour mettre 10 kilomètres, qu'il tienne son objectif, qu'il y aille, c'est super. Et je serais hyper content pour lui, parce que peu importe la distance, la vitesse, etc., c'est ce que j'admire le plus, c'est quelqu'un qui se donne un objectif et qui y va dans les conditions dans lesquelles il a envie. Et moi, c'est ça ce que je trouve absolument admirable. Donc, il y a des gens qui vont me dire, mais je vais pas parler de ce que je fais. J'ai à peine couru un semi-marathon en 2 heures. Non, stop. Tu t'es entraîné t'avais un objectif, tu te l'as atteint. C'est incroyable. Enfin, tu as un objectif que personne d'autre t'impose, et que c'est toi qui choisis de faire ça, et tu le fais. Tu fais un plan, tu travailles et tu y arrives. C'est incroyable. Et donc du coup la reconnaissance, elle doit venir de là. C'est pas du kilomètre, c'est pas un record, c'est pas, en vrai ça on s'en fout. C'est trivial, c'est cool, mais en vrai c'est pas intéressant. La partie intéressante c'est la progression et l'apprentissage de soi-même. Donc évidemment je suis hyper dur avec moi-même. Après moi j'ai toujours été très dur avec moi-même. Après moi je pense que la personne qui devrait être le plus dur avec quelqu'un, c'est elle-même.
parce que bah t'es avec toi toute la journée, hein, t'as intérêt à être d'accord avec ce que tu fais. Donc oui, je suis extrêmement dur avec moi-même. Et donc du coup après cet UTMB, pour répondre à la question d'avant, donc 2 mois plus tard, ben je m'aperçois au final que je suis pas grand chose quoi. Enfin au final, ça a pas changé ma vie. Ça change rien quoi. Parce que les gens ils sont cool, t'as fait une UTMB, c'est cool. Tu vois. Et parce que je le faisais peut-être aussi pour une recherche de reconnaissance dans l'œil de l'autre, ou je ne sais pas, ou quelque chose qui était pas forcément de l'ordre de la motivation intrinsèque. Et donc je me suis dit qu'il me fallait autre chose, un autre projet, et là par hasard je tombe sur ce fameux chemin qui s'appelle la Via Alpina, c'est 2650 km, et là je me suis dit se donner 4 ans ou 5 ans pour arriver au départ d'un truc comme ça qui fait 16 fois ce que j'avais très difficilement réussi à finir, ça devenait un objectif intéressant sportivement, et voir les Alpes après avoir passé des années en vacances, en divers points, etc., avoir fait des road trips où j'avais vu la partie slovène, la partie autrichienne, un bout de l'Allemagne, de ces Alpes que j'adorais sur toutes ces coutures et toutes ces couleurs. Pour moi, c'est devenu une évidence qu'en fait, je vais pouvoir en fait m'entraîner pour traverser ces Alpes que j'ai découvert par petites brides sur une quinzaine d'années, voire plus. Et c'est devenu pour moi une évidence de c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que j'ai un énorme travail physique, et donc je savais physique et surtout mental, parce que mental, quand tes jambes n'arrivent pas à faire plus de 10 km/h en 6 heures, c'est parce que ton mental a dit que t'allais finir, et donc du coup ton mental va couper tes jambes. Donc je savais que mentalement et physiquement j'étais pas du tout au niveau pour faire ce genre de projet, donc je me suis dit que c'était l'occasion de travailler et de rentrer dans un cycle de travail. Et le truc, c'est que quand tu prépares un marathon, tu peux lire Jogging International ou je ne sais que, être aux revues, et t'as un plan qui est déjà tout fait parce que tout le monde l'a déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, donc t'as beaucoup de conseils. Quand tu fais un UTMB ou quelque chose comme ça, tu commences à avoir pas mal de ressources qui existent. Mais quand tu traverses un bout de continent, il y a plus grand chose. Il y a pas de mode d'emploi. Il y a pas de mode d'emploi, donc il faut créer le mode d'emploi. Et au début, je savais juste que j'étais nul. En tout cas, c'était mon état d'esprit. Mais ouais, ça m'allait, parce que ça voulait me dire que j'ai la marge de progression et je sais que je dois progresser. Donc du coup, je dis en vrai, on va essayer de faire progresser le mental, on va essayer de faire progresser l'endurance. Et donc je commence à essayer de trouver des courses un peu plus étranges, où j'avais commencé par des last one standing ou des backyard ou des dernier homme debout. Donc c'est 3 courses qui ont des noms différents, mais c'est la même chose. C'est une boucle de 6,8 km, excuse-moi. De 6,8 km à parcourir toutes les heures, et au bout de 24 heures, ça te fait atteindre 100 miles, qui est c'est un peu une barrière mythique, 100 miles, 24 heures pour l'endurance. Et ensuite, tu continues jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un, tu n'arrives plus à continuer tes boucles. Et je me suis aperçu que c'était des espaces incroyables pour travailler, l'endurance fondamentale et autres. Et donc, j'ai commencé à essayer de rechercher ces types de courses, le tunnel, les choses comme ça, le Montmartre, de pouvoir aller sur la Barclay ou des choses comme ça, d'aller trouver des endroits où aller reposer complètement, repousser complètement mes limites, et aller progresser. Et donc sur mon cycle de 5 ans, c'est là où je me suis aperçu que pendant ces 5 ans, au bout de 3,5, 4 ans, donc je suis en train de travailler comme une bête de somme, un peu à droite à gauche, machin, etc. Et je m'aperçois qu'en fait, je suis en train de suivre quelque part un plan logique qui est il y a des courses où je me suis inscrit, je vais vraiment travailler le mental. D'autres où je me suis inscrit, je vais vraiment travailler courir la nuit. D'autres où je me suis inscrit, je vais travailler mon alimentation. D'autres où c'est la navigation dans les endroits les plus horribles, tu vois. Et je me suis aperçu que j'étais que j'avais en fait ma méthode. Et donc c'est un moment de Eureka absolument incroyable où en fait je me suis aperçu que ce que j'avais d'instinct était en train de faire, j'étais en train de suivre en fait une méthode, et donc elle était subie puisque je savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire, à piloter à ce moment-là. Et là j'ai pu commencer à m'inscrire sur d'autres types de courses où je savais ce que j'allais faire, je savais ce que j'allais travailler et autres. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ma méthode d'entraînement.
que j'appelle MENA. Alors, j'ai pas inventé une méthode d'entraînement parce que je suppose qu'il y a plein de gens qui ont utilisé des approches similaires, mais en tout cas, c'est une approche qui est très personnelle. Donc, MENA, c'est les noms des 4 items dont j'avais besoin pour traverser les Alpes en solitaire. Donc, savoir donc MENA, mental, endurance, navigation et autonomie. Et c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est vraiment le mental en premier, ensuite En premier, ouais. l'endurance. Ouais. En premier, oui, pardon. J'ai dit en dernier. Non, en premier, c'est en premier, ouais. Je reprends. Hein. Alors, ouais. Le mental en premier, l'endurance, l'endurance à ce niveau-là, c'est concrètement la capacité physique, parce qu'il y a besoin d'avoir une capacité physique minimum pour pouvoir accéder à ce genre de performance. Et puis ensuite la navigation et l'autonomie derrière. Donc on s'aperçoit que pour atteindre un objectif où il y avait on sait quelle est la destination finale, mais on sait pas vraiment comment y arriver, il fallait aller travailler par petites touches. Au début, soit que le mental, soit que l'endurance, soit que la navigation, et puis ensuite combiner dans certains événements certains de ces facteurs pour pouvoir ensuite simplement progresser et arriver à peu près au niveau, quoi. Et c'est là où en fait tu t'aperçois t'as validé différents points individuels. Donc c'est pour rapprocher, pour les gens qui courent un petit peu, qui ont déjà fait un petit peu d'entraînement pour un semi-marathon ou même un marathon. Le plan d'entraînement, concrètement, sur une semaine de travail, il va y avoir une sortie footing qui est plus se maintenir en forme, une sortie avec un fractionné où on va soit travailler genre la vitesse très très rapide, donc sur un fractionné court, ou sur un plus une sorte de maintien sur un fractionné long, on va faire du 10 x 1000 par exemple, et on va avoir une sortie longue où on va mettre dedans des blocs d'entraînement avec des 3 fois 20 minutes, des blocs d'allure au sein même d'une sortie longue. C'est la même chose, sauf que là, le footing, c'est un marathon, que la séance d'entraînement, en fait, ça va être courir un énorme trail, etc. Donc c'est la même philosophie, c'est la même chose, mais sur des items différents. Donc j'ai pas réinventé la roue, mais la roue que j'ai juste dépoussiérée et foutu un coup de peinture dessus permet maintenant aux personnes qui sont intéressées de faire du très très long et d'avoir une méthode pour s'entraîner, pas seulement pour une seule course. Donc prendre un dossard, s'entraîner, et puis ensuite j'ai plus rien à faire, je prends un dossard, je m'entraîne, etc. Mais plutôt de se dire voilà, j'ai envie de faire ça pendant X années, et ensuite comment on y va, quoi. Et ça, tu l'as mené tout seul, ou tu es accompagné par peut-être quelqu'un qui mentalement va t'accompagner, un entraîneur pour la partie préparation physique? Je suis un peu solo autodidacte. sur ce genre de truc. Autodidacte, alors oui et non, puisqu'en fait quand j'étais en stage en 2012 dans une grosse boîte, j'ai eu la chance d'avoir comme entraîneur pour la boîte pour aller courir le mercredi midi un mec qui s'appelle Bruno Heuby. Bruno Heuby, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un champion, il a gagné le Millau, les 100 km de Millau. Oui, spécialiste du 100 km et de la longue distance, on va dire. Du 100 km, du 24 heures, il a un bouquin qui s'appelle Courir longtemps, et donc c'est lui qui m'a fait découvrir le frac, comment faire une bonne séance de fractionné. Mais j'ai surtout retiré de ce qu'il m'a expliqué pendant ces 6 mois, ce qui est une chance incroyable de pouvoir être suivi pendant 6 mois comme quelqu'un de cette qualité-là. Il m'a appris qu'est-ce que c'était un plan d'entraînement, la philosophie derrière, les concepts qu'il y a derrière. Et je n'ai fait que copier le concept et l'adapter à ce que j'étais en train d'essayer de faire. Et donc, si je n'ai pas été suivi par quelqu'un, on retrouve dans ma méthodologie intégralement la philosophie et les préceptes de Bruno Heuby. Voilà. Donc autodidacte dans mon adaptation de ma méthode et dans la personnalisation de cette méthode sur le très très long, mais j'ai pas du tout réinventé la roue. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce qu'on disait un petit peu en off, Guillaume, c'est que cette méthode, on peut la transposer sur d'autres champs disciplinaires, que ce soit professionnel ou personnel. Si on veut se donner les moyens d'accomplir et d'atteindre peut-être un objectif, on va mettre des jalons et ta méthode peut accompagner des gens. C'est ça, en fait, c'est surtout une méthode de gestion de projet, dans lequel on a un objectif lointain, on connaît à peu près l'objectif, mais on sait pas encore comment y arriver. Et en fait, l'idée, c'est de se retrousser les manches et commencer à bosser dès maintenant sur ce qui pêche.
et accepter qu'il y a des moments, bah, on avance un peu dans un sens, et ben il faut faire demi-tour et il faut rebosser dans un autre, quoi. Donc c'est un peu comme ça, tu vois. Il faut accepter que euh, quand on sait pas où aller, il faut commencer à bosser et pas se dire oh mon Dieu c'est très loin. Bah oui, évidemment c'est loin. Si c'était à côté, tout le monde irait. Donc c'est ce qui rend aussi un projet intéressant à faire, hein, c'est quand il est très loin. Donc oui, c'est des méthodes qu'on peut totalement utiliser en entreprise derrière, hein, sur des gestions longues de projets et autres. C'est quelque part c'est la même chose. Alors bien entendu, on n'a pas forcément besoin de savoir comment remplir un sac à dos pour que tout se passe bien dans le sac à dos, qu'il soit le plus léger et le plus petit possible. Mais au final, maximiser une fonction où tu dois réduire au maximum le volume et le poids en fonction de ce que tu as à l'intérieur, je suis désolé, hein, mais c'est une formule Excel. Hein. C'est de l'Excel, hein, c'est de la résolution de problèmes avec, t'as 10 000 variables et t'as deux objectifs qui sont tes indicateurs de performance, qui est pour le sac à dos, hein, le poids et le volume. Comment tu y arrives, hein. Donc tu vois, l'état d'esprit, la méthodologie derrière, c'est la même chose, tu vois. Par exemple, du coup, moi je voulais un truc qui soit le plus performant possible. J'ai cherché du coup à l'acheter dans le commerce, à savoir acheter un sac à dos dans le commerce, ensuite à le faire développer par une marque qui existait et voir ce qu'ils étaient capables de faire et autres. Et au final, j'ai dû apprendre à coudre pour créer mon propre sac à dos pour pouvoir stocker exactement comment je l'entendais avec les niveaux de performance qui m'intéressaient et pouvoir l'emmener sur la Via Alpina. Donc tu vois, c'est la même chose, hein. C'est la gestion de projet et il faut taffer, quoi, hein, mais derrière, parce que là, ça dépasse le cadre du sportif. On est dans un projet de vie sur ces 5 années après ton UTMB. Ouais. Toute la famille a basculé dans cette direction de la Via Alpina? Alors non, parce qu'en fait, sur ce genre de truc, j'ai une philosophie qui est particulière, mais qui, je pense, est intéressante. C'est très compliqué de présenter un énorme projet comme ça dès le début. Et je pense qu'il faut pas le faire. Parce que au début, c'est une simple idée. Et une idée, c'est facile à casser, à détruire, parce qu'elle est pas raffinée, c'est sa première itération, t'as même pas déjà essayé de la détruire un petit peu toi-même et de la reconstruire. Donc forcément, c'est très fragile. C'est quelque chose qu'il faut garder un peu sous cloche, quoi. Et donc j'ai dit à personne que je travaillais là-dessus pendant quasiment 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, j'ai commencé à en parler à 2-3 personnes. Mais vraiment des gens de confiance, voilà. Et quand je l'ai annoncé sur place publique, c'était un peu moins de 8 mois avant le départ. Donc ça fait déjà plus de 4 ans que je bossais dessus. Et ce qui était incroyable, c'est que pendant toutes ces années de préparation où je faisais de plus en plus de courses plus difficiles, plus longues, plus étranges, plus débiles, il y a pas mal de gens qui me suivaient de près ou de loin dans la communauté de l'ultra trail qui disaient mais qu'est-ce que tu fais, enfin où est-ce que tu vas t'arrêter, quoi. Et qu'est-ce que tu prépares? En fait personne avait une idée que en fait ça c'était une prépa parce que c'était tellement gros, quoi. Et en fait au moment où j'annonce la Via Alpina, ces mecs-là m'ont fait mais en fait tu bossais en fait pendant 4 ans, tu t'es entraîné pendant 4 ans pour faire ton truc là, en fait c'est ça ce que tu faisais, et tu le savais. J'en fais oui. Et les gens ont fait genre bon en vrai c'est chose que tu prépares de faire, mais en vrai, t'es prêt, quoi. Donc, vas-y. Donc, c'était aussi la validation du travail. Mais je crois que pour revenir sur le point d'un projet comme ça, quand on a vraiment des gros trucs, il faut le garder un peu sous cloche, hein, parce que il faut laisser maturer. Hein. Si tu fous un poussin, si tu casses l'œuf, hein, le jaune d'œuf, il va jamais faire un poussin, hein, parce qu'il faut le couver, il faut laisser le temps le projet de se développer avant que ça devienne un poussin, et ensuite ton poussin lui il va grandir et va devenir une poule ou un coq en fonction. Mais si tu veux avoir un poule ou un coq, tu peux dire ok je vais faire une poule. Non, tu vois, ça marche pas comme ça, quoi. Donc il faut travailler, et encore plus sur des projets où personne l'a vraiment jamais fait avant, quoi, ou très peu de gens, parce que ça paraît encore plus impossible. Donc ouais, il faut, c'est la même chose, hein, que ce soit de la course à pied ou un projet de vie ou un projet personnel, c'est la même chose. Mais après, il y a plein de gens qui vont utiliser pour se motiver le regard des autres, que ce soit de la famille, d'un proche ou autre. Il faut pas oublier que quand c'est vraiment au fond du trou, il y aura plus personne. Il y aura que toi.
Donc, t'as intérêt de savoir pourquoi tu le fais et de le faire pour toi, que t'as une vraie raison intrinsèque de le faire. Parce que sinon, cette motivation, au moment où ce sera le plus dur, il sera plus là. Il te restera plus que toi, tout nu, avec plus rien. Et c'est à ce moment-là où tu as intérêt d'être vraiment vraiment fort, parce que c'est ce moment-là où tu passes, c'est le succès et l'échec du projet global. Il est là. Il est au moment du pire, où il y a plus rien, où il y a plus que toi et que c'est l'enfer. Et t'as intérêt à savoir tenir ta baraque, parce que sinon ça coule, quoi. Et justement, un tel projet, donc c'est 2650 km, par combien de personnes cette Via Alpina avait été parcourue? Est-ce qu'il y avait déjà sur ce tracé un temps de référence, Oui. une durée qui avait été réalisée? Oui, il y en a quelques-uns. C'est un chemin qui est très très long, donc normalement il faut 160 jours pour le parcourir si on regarde les étapes standards. 161, je crois, mais enfin dans cet ordre de grandeur. Ce qu'il y a, c'est que la fenêtre météo sur les Alpes est inférieure à 160 jours. Donc, même pour faire le chemin en intégralité, en suivant le roadbook standard, tu es obligé d'aller plus vite que le roadbook standard, de randonnée standard, pour pouvoir y arriver. Donc, la plupart des gens le font en tronçon. Un petit peu comme peuvent le faire les gens sur Saint-Jacques-de-Compostelle, où ils vont aller marcher 2 semaines, et puis ensuite, l'année d'après, ils reprennent là où ils ont terminé, ils refont 2 semaines, etc., pour faire l'ensemble du chemin. Ça se fait beaucoup. Et bien là, il y en a pas mal qui le font également dans ce sens-là. Il y avait quelques très très bons marcheurs qui avaient tenté l'aventure, et des bons sportifs qui avaient également tenté l'aventure de le faire en une seule fois. Donc il y en avait, je crois, une dizaine de personnes qui avaient fait l'intégrale avec une vitesse, qui commençait vraiment à avancer. Et sur l'ensemble des finishers de la Via Alpina, une centaine de personnes sur la planète, quelque chose comme ça. J'ai pas les chiffres exacts, parce que c'est pas des chiffres qui sont malheureusement répertoriés. Il faudrait aller sur les livres d'or respectivement sur les 2 terminaux à Monaco et en Slovénie, pour aller récupérer les noms des finishers et les temps, parce que c'est marqué dedans. Mais il y avait un temps de référence qui était de 60 jours. Qui était le temps connu le plus rapide qui avait été fait pour cette trace. Et donc du coup, moi je l'ai fait en un peu moins de 45. Donc c'était un temps de 60 jours qui avait été parcouru avec assistance, donc quelqu'un qui était suivi avec une voiture de suivi, etc. Et donc moi je l'ai fait sans assistance. J'avais récupéré au moment de finir la Via Alpina le record avec et sans assistance. Ce qui se fait de temps en temps sur les grands chemins comme ça, comme on peut avoir aux États-Unis, sur l'Appalachian Trail, sur la Continental Divide ou la Pacific Crest Trail, sur les grands chemins comme ça d'itinérance. Ça arrive tous les 10-15 ans, il y a une personne qui arrive à réunifier les 2 records, puis ensuite le record avec assistance redevient plus rapide, et puis ensuite c'est réunifié, etc. Donc c'est un moment important, je pense, pour le chemin. Et puis j'ai surtout eu pas mal de gens qui sont du coup intéressés au chemin et qui ont envie d'en faire leur projet. Donc on devrait avoir pas mal d'autres tentatives dans les 3-4 prochaines années, de gens qui vont essayer de le faire pour eux. Donc ça va être plutôt sympa. Est-ce que, comme à Saint-Jacques-de-Compostelle, sur ce chemin, tu avais sur la Via Alpina des points de passage avec un petit carnet où tu devais justement pointer? Il y a pas de carnet, mais il y a de temps en temps, en fonction de la qualité du balisage des pays, le logo de la Via Alpina qui ressort au milieu de nulle part. Donc ça c'est assez incroyable d'en voir arriver des petits panonceaux alors qu'on n'en a pas vu depuis 300 bornes. On en voit un nouveau, fait c'est bon, on est on est au bon endroit, puisque la Via Alpina, c'est un chemin qui va en fait emprunter beaucoup de GR et de PR, des différents qui étaient déjà existants. Il n'y a pas eu de création de sentiers, donc on respecte complètement le massif. On est complètement en train de découvrir les chemins qui existaient déjà. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est quelque chose qui a été créé de manière assez récente par rapport à l'âge des montagnes et des différents GR, mais qui également est complètement rentré dans la philosophie et dans l'état d'esprit des Alpes, quoi. Donc c'est vraiment le découvrir tel qu'il existait avant même que la Via Alpina n'existe. Donc c'est ce qui m'a attiré aussi dans l'état d'esprit et la philosophie de ce chemin. Et tu as dû justifier d'une trace pour prouver que tu avais bien parcouru ces 2650 km? Pas n'importe quoi. Donc en fait, ça vient des États-Unis, en fait, parce que les États-Unis sont beaucoup plus développés sur cette méthodologie de suivi, de tracking, en particulier sur les tentatives comme ça en solitaire. Donc en fait, la discipline s'appelle du FKT, donc Fastest Known Time, le temps le plus rapide.
c'est ce que ça veut dire en français. Et donc sur l'ensemble des chemins où il y a un peu plus de 500 km, on peut avoir ce genre de marque. Donc il y a plusieurs catégories. Les catégories se divisent en, je suis désolé, c'est de l'anglais, mais il n'y a pas de version française. Hein. Donc il y a supported, unsupported et self-supported. Donc là, il y a 3 distinctions. Donc supported, donc c'est avec du support, donc c'est qu'avec une assistance, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous apporte quelque chose, plus ou moins, etc. Il y a le unsupported, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis autonome tout seul, mais je peux utiliser toutes les ressources qui sont à disposition sur le chemin. Donc ça veut dire les refuges, les ravitaillements en nourriture dans les boutiques, etc. Mais il y a personne qui m'attend pour me changer un matériel, etc. C'est moi qui gère tout. Ça s'appelle du supported, c'est ce que j'ai fait. Il y a également le self-supported. Le self-supported, c'est porter absolument tout depuis le début, avec pour seule exception la flotte. Mais sinon, toute ta nourriture depuis le début, et tu n'utilises aucune ressource extérieure. Donc sur des chemins de très très longue distance comme la Via Alpina, le self-supported n'est pas possible, en tout cas pour le moment. Et il faudrait un sac de 70 kilos, je pense, ou un truc comme ça. Donc ça peut s'étudier, hein. Bonne chance à celui qui veut tenter le truc. Donc voilà, il y a les 3 distinctions. Et donc moi je l'ai fait en unsupported, qui est pour ce genre de distance vraiment le cœur du truc, quoi, vraiment ce qui est considéré comme la manière la plus difficile de le faire. Et moi ça me permettait d'avoir une autonomie et de pas avoir de contraintes, si tu veux. Voilà, je pouvais du coup traverser les Alpes comme je l'entendais. Donc je crois que c'était important dans mon projet de pouvoir le faire comme j'avais envie. Après il y a eu un record et tout, mais en vrai c'est pas, on s'en fout un peu du record, quoi. C'est pas ce que tu visais. Tu étais pas. C'est pas ce que je visais. Après, je dis pas, hein, rajouter du beurre dans les épinards, ça fait toujours plaisir. Et puis après, on sait très bien, hein, mais mine de rien, s'il y a pas de record, on n'en parle pas dans l'équipe, on n'en parle pas dans machin. Donc du coup, personne voit le documentaire. Donc c'est un petit peu dommage. Donc c'est le jeu. Hein, c'est en anglais, ça serait don't hate the player, hate the game. Donc c'est les règles du jeu sont comme ça. Si tu veux aujourd'hui avoir un projet et que les gens en parlent et autres, si tu veux d'être à peu près reconnu pour le truc, etc., parce que t'en as besoin pour, bon, j'avais pas de sponsor sur la Via Alpina, j'avais été complètement autonome, mais pour que les gens voient le documentaire et puissent découvrir cette expérience, il faut que les gens soient intéressés, et les gens vont être intéressés par, oh, mon Dieu, il a battu un record, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus une espèce d'aventure humaine, établie sur plus de 5 ans, donc, c'est autre chose, quoi. Mais on retiendra qu'un record sur un bout de papier, quoi. Mais et en plus un record s'est battu, donc c'est. Mais bon, le sport de entre guillemets haut niveau est fait comme ça, donc c'est comme ça. Justement, tu disais ne pas avoir eu de sponsor. À quel montant, toi le comptable, tu as pu estimer les frais générés par toute la préparation avant justement le défi Via Alpina, hein, c'est-à-dire avant le courses. Départ. Après, donc c'est un énorme budget, hein, avant que je donne le chiffre, hein, mais c'est un énorme budget, mais en fait il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui partent en vacances. Moi, j'allais courir, donc pour comparer, ce serait l'équivalent pour une personne normale entre guillemets. C'est mon budget vacances sur 4 ans. Donc forcément, je peux te donner le chiffre, mais il a pas vraiment forcément de valeur, tu vois, c'est pas un truc, tu fais un chèque et t'es prêt, quoi. Donc mais on est quasiment on doit être sur les 4 ans, on doit être à 13 000, quelque chose comme ça, 13 et 14 000, quelque chose comme ça. Donc sur 4 ans de vacances, bon, ça reste un budget si tu veux, mais c'est pas non plus voilà. Par contre la Via Alpina en elle-même, vu qu'il y a un documentaire, etc., ouais, là on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus gros, puisqu'on est sur une production avec une équipe professionnelle qu'il faut payer, etc. Donc forcément là on est sur des budgets complètement au-dessus, et là c'est pas des budgets vacances, hein. Donc ouais, là ça devient tout de suite beaucoup plus gros et conséquent. Maintenant, si on a envie de faire la Via Alpina en elle-même, la partie uniquement, même si on compte l'achat du matériel et les 45 jours d'aventure, on est de l'ordre entre 5 et 6 000 euros. Alors avec quel matériel justement tu es parti? Tu avais fait je pense tout un tas de tests, ouais, de chaussures. Ouais. Tu avais combien sur le dos, sur ce sac
que tu as toi-même Voilà, donc j'ai fait mon propre sac à mis en dos. place avec la couture. C'est ça. Il y a énormément de tests, donc il y a énormément de travail de recherche de matériel. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'ai envie d'emmener, les rapports poids-volume et autres. Donc sur le contenu du sac, il y a plus de 2 ans de travail, juste pour savoir ce que je mets dans le sac. Je crois que la clé, c'était si un objet que je dois mettre dans mon sac n'est pas lié à la sécurité, il doit avoir au moins 3 utilités, sinon il n'est pas indispensable. Et donc, je dois l'enlever du sac. Et je crois que cette philosophie-là, du coup, en fait, te fait prendre du matériel qui peut être peut-être un peu plus lourd par moment, mais comme il a plus d'utilité, in fine, il est plus léger. Donc ça, c'est vraiment le travail de recherche de quoi mettre dans le sac à dos, c'est une folie. Et donc j'étais descendu à 3,4 kg et dans un sac de 20 litres. Et le sac de 20 litres pouvait porter jusqu'à 6 litres d'eau et porter en autonomie entre 2 jours et demi et 3 jours de nourriture. Donc c'est tout petit comme sac, un équivalent pour ce que me permettait de faire le sac en sac de randonnée. On serait sur les sacs de 65-70 litres avec du 13 ou 14 kilos, pour donner une idée de la différence dont on parle. Donc c'est tout ce travail pendant 2 ans de partir d'un énorme sac de randonnée à ce sac où il devient suffisamment petit pour pouvoir courir avec. Petit pour courir, mais suffisamment équipé pour pallier peut-être à certains désagréments. Savoir tout gérer. Voilà. Donc voilà, j'ai dormi plein de fois à la Belle Étoile parce que c'était ce qui était prévu, etc. Après, je vais pas dormir à la Belle Étoile à 100 mètres d'un refuge, je suis pas fou. Mais il y a plein de fois où j'ai dormi sous la grêle, dans un espèce d'abri de truc de faux, dans un ancien de truc de carabinier. Au Stelvio alors qu'il neigeait et grêlait, donc voilà, c'est tu te réveilles, il y a de la neige sur ton sac de couchage, donc voilà, il y a des trucs comme ça quoi. Il y a des ponchos et un de mes ponchos qui s'est déchiré par la force du vent, le vent a déchiré enfin il y a des trucs comme ça, si tu veux, quand c'est comme ça, après tu t'as plus de poncho, donc tu dois t'amuser en essayant d'en retrouver un dans une vallée par hasard, un truc, enfin ça fait partie de la découverte, tu vois, ça fait partie du jeu quoi, mais il faut savoir gérer toutes les éventualités avec au final le matériel le plus dense possible quoi. Donc c'est un jeu d'équilibriste et puis ça veut dire qu'aussi il y a du travail énormément sur la connaissance de qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos, comment il est chargé et quoi utiliser quand. Donc il y a du taf. Alors quelles étaient tes pensées au moment de prendre le départ en Slovénie et sur quelle période tu as choisi justement d'effectuer cette traversée? J'avais fait le choix de partir pas comme ce que les gens peuvent penser donc en été, mais j'étais parti très tard dans la saison. J'étais parti en septembre. Déjà, ça me permettait de garder mon job, donc ça c'est quand même pas mal. Mais également en fait, il se trouve que l'été, il fait soit très très beau, donc très chaud, et il y a soit également des énormes périodes d'orage. Voilà. Donc orage, montagne, pas bon du tout. Et en fait, il y avait beaucoup d'extrêmes dans cette météo de l'été. Donc du coup, j'ai fait le choix de partir beaucoup plus tard. Et ce que ça devenait une météo beaucoup plus clémente, qui s'est avérée être très froide sur la fin, mais le froid c'est gérable, et avec très peu d'orage. J'ai tapé une journée d'orage au final sur l'ensemble de 45 jours, alors qu'en été, j'étais sûr d'en avoir quasiment 7-8. Donc voilà, c'était l'occasion c'était de la travail, mais là ça passait aussi par analyser les fenêtres météo sur les 10 dernières années, de voir comment ça se passait. Et une année sur 5, tu as de la pluie sur la partie sud des Alpes françaises, donc qui correspond à la fin, et dans ce cas-là, il pleut pendant 15 jours, mais le reste du temps, tu as un espèce d'anticyclone, il fait beau tout le temps. Et j'ai manque de peau, j'étais tombé sur l'année sur 5 et donc du coup il a plu pendant 10 jours de suite, donc ça c'est le jeu, tu vois. Mais le travail avait été fait d'identifier quelle était la fenêtre, la bonne fenêtre météo, et in fine je pense que je regrette pas parce que le temps était parfait, donc en dehors de 10 jours de vraiment pluie, j'ai tapé vraiment très peu la pluie avant, donc j'ai tapé des 2 fois 2 jours quelque part dans le Valais et en passant en Italie, en passant en Autriche depuis l'Italie, lorsque je partais de l'Italie après avoir fait la Slovénie, mais au final ça allait, donc non, ça se prépare aussi, tout se prépare, hein, donc non, la météo c'est aussi un facteur, fallait pas faire n'importe quoi.
Et sur tes pensées alors, au Oui, et donc départ, sur mes à pensées là, quoi, voilà, en à fait quoi on du pense? coup pas grand chose en fait sur le moment même. T'es un peu content d'être là parce que ça fait 5 ans que t'es là quoi, mais en fait, il faut tout de suite se concentrer et appliquer le plan parce qu'en fait, les 2, 3 premiers jours, c'est là où tu imprimes ton tempo pour l'ensemble du parcours. Et donc, il faut retenir complètement les chevaux. Donc, tu pourrais courir énormément, faire n'importe quoi et tu le sentirais pas avant 1 semaine ou 2 semaines. Donc, en fait, c'est vraiment, ça a été vraiment 2, 3 jours de pure discipline. De, ok, on fait ça, ok, c'est bon, c'est terminé, next, hop, hop, hop. Et donc, du coup, là, c'est le côté vraiment mécanique qui permettait du coup de voir un peu le truc venir. Donc c'était vraiment cool. Ça a été vraiment hyper sympa. Et vraiment, je me suis autorisé un peu à penser que j'allais finir la vie alpina lorsque je suis rebasculé en France. Donc les Alpes, donc j'avais déjà fait 2000 kilomètres. Euh, donc j'arrive au nord des Alpes, donc depuis la Suisse en France, et là il reste 2000, hein. Il reste 650. Donc là c'est drôle parce que les gens se disent, oh c'est bon, t'as fait 2000, t'as fini. Enfin, les cocos, hein, doucement, il reste quand même 3 UTMB, 3 UTMB et demi, hein, on va se détendre, hein. Donc il reste encore plein de choses qui peuvent arriver. Mais là, je me suis autorisé un tout petit peu à y penser à la fin, et puis là, il s'est mis à pleuvoir pendant 10 jours, donc autant dire que ça m'a tout de suite requinqué remis dans le droit chemin. Et puis je me suis vraiment autorisé à penser que c'était fini sur les 40 les dernières 48 heures. Là je fais oh, c'est bon, là ça sent bon. Je savais que je pouvais rentrer en moins de 45 jours. Il y avait un 43 heures et quelques qui était faisable de rentrer moins de 44, alors que mon objectif de base c'était sur le papier de rentrer en 42 jours. Donc pour donner une ICAR, hein, c'est la marge d'erreur entre mon plan et mon heure d'arrivée, c'est 3%. Oui, donc tu as vraiment bien géré et bien respecté le plan C'est pas mal. sur les Avec tout ce qui peut arriver, le 2650 machin, km. etc. et autres. Oui, Voilà. J'ai passé, donc je suis tombé malade, par exemple, euh, en Italie, dans les Dolomites, en sortant des Dolomites. Et du coup, je perds quasiment une journée. Donc, je suis lent, etc. Je perds une journée en 2 jours ou en 3 jours. Et du coup, j'avais une journée complète quasiment de retard en arrivant au début de la Suisse. Et donc j'ai passé la traversée de la Suisse, donc j'ai traversé un pays en essayant de rattraper un jour de retard. Et donc j'y arrive pratiquement. Je suis à du coup une demi-journée de retard en arrivant en France. Et là je prends 10 jours de pluie. Et là 10 jours de pluie avec la détérioration des chemins et du coup il y a beaucoup plus de logistique pour sécher, pour essayer de voilà. Et donc du coup là je repère quasiment une journée complète encore. Donc c'est le jeu quoi. Mais ouais donc le plan était quand même hyper respecté et c'est là où c'est dingue, c'est tout le travail de préparation, d'analyse des cartes et de comprendre le terrain et d'avoir choisi les étapes que je voulais faire, etc. Qui ça a payé hein, tout simplement. Donc ça c'était vraiment le côté cartésien en moi était relativement content. C'était assez cool. et tu avais un roadbook justement pour te Ouais. diriger, Alors pour te j'avais pas tout à fait géolocaliser. un roadbook, j'avais très bien étudié, quasiment appris par cœur la carte. Et donc je savais où était l'intégralité des refuges, des points de ravitaillement et des points d'eau qui étaient sur les cartes. Je savais répertorier du coup sur mes cartes. Donc j'avais pas un roadbook dans le sens où c'était expliqué ce que c'était, machin, etc. Mais je savais quels étaient mes points de jalon sur l'ensemble. Et ce que ça permet de faire, ça te permet de recomposer ta journée en fonction du terrain, si jamais le terrain est plus difficile que prévu ou plus facile que prévu. Donc du coup, ça te permet d'avoir pas forcément des journées à distance et élévation et gain d'altitude constant, mais à effort constant. Et donc du coup, c'est là où tu gagnes vraiment énormément de temps en fin de session, parce que si tu cours un marathon ou même un ultra trail, tu peux piocher dans tes réserves et donc que ta consommation d'énergie soit supérieure à ce que tu es capable de prendre. Mais quand tu es tout seul en montagne, etc., sur des distances aussi longues, d'un point de vue effort, c'est illimité. Et donc ça veut dire que tout ce que tu as dépensé dans la journée, c'est uniquement les calories que tu as pu déjà engranger. Parce que en gros le gras que t'as sur toi, donc tout le monde a minimum 15 000 hein, de kilocalories stockées sur lui. Hein. Regardez même si t'es fin machin, t'as pas la brioche et tout, t'as quand même 15 000. Regardez la documentation là-dessus, hein, c'est assez intéressant. Mais
mais donc ça veut dire que tu as des réserves si tu veux. Donc il faut pas taper dedans, pas du tout, parce que du coup tu peux faire ça sur même 10 jours, tu peux essayer d'aller piocher un peu dedans, mais sinon t'es mort. Enfin, tu peux pas, et au bout d'un moment tu t'écroules quoi. Donc voilà, d'être en illimité, donc en fait, il fallait uniquement faire l'effort correspondant au nombre de calories que tu pouvais manger. Donc c'était une course, c'était un buffet, hein. Donc c'était un course à attraper les calories et à en dépenser le moins possible en allant le plus loin possible chaque jour. Donc c'est un équilibre, hein. Donc c'est pas évident, c'est pas une science exacte non plus, mais c'est hyper intéressant en termes de connaissance de soi et autres. Et puis forcément 10 jours de pluie, ensuite je me retrouve dans les endroits où il y avait plus rien à manger, même certains trucs étaient fermés complètement, et j'ai une période de 250 kilomètres au final, et je pensais quasiment 300 kilomètres où il n'y a pas de bouffe. Et ben, j'ai eu faim. Hein. J'ai eu faim, ça me défonçait l'estomac, la sensation de faim, et forcément à ce moment-là, c'est là où je perds à ma dernière journée de retard sur mon plan. Elle est là, hein. C'est la pluie, c'est la faim, c'est le froid, c'est tout ça. Et en gros, la pluie s'arrête dans les... il me reste 2 jours pour finir la Via Alpina, la pluie s'arrête et elle m'offre un repas incroyable dans un petit hôtel du Boui-Boui de fin de Font-de-Vallée, où j'ai pu ensuite le lendemain matin avoir un ravitaillement, machin, etc. Et j'avais pas mangé depuis quasiment 4 jours. Alors je me suis explosé le bide, c'était incroyable. Et puis c'était un peu la manière de la Via Alpina, au mode tu m'as fait un peu trop rapidement, toi, je vais te pleuvoir dessus pendant 10 jours. Et puis ensuite à la fin, allez, vas-y, je te laisse les 2 derniers jours kiffer un petit peu. Donc c'était assez cool. C'était un petit peu, alors bien sûr, c'est personne ne décide comme ça, mais le destin et la météo étaient bien faites. Ça ressemblait un petit peu au chemin qui était en train de me dire, allez, c'est pour les 2 derniers jours, c'est pour moi. Donc c'était vraiment très très cool. Une petite éclaircie pour finir cette Via Alpina. Ouais, ça c'était vraiment vraiment cool. Est-ce que tu as connu sur alors c'est 44 jours, 8 heures et 45 minutes des périodes où tu as pu avoir peur? Ou est-ce que finalement ce que tu avais vécu dans ces 5 années de préparation, tu étais paré à tout de suite? J'étais quand même bien blindé. Après, la peur, il faut pas la dénigrer, parce que ça veut dire que c'est une appréhension qui est quand même qui est importante. Ça veut dire qu'on est quand même conscient que là, on est en train de s'engager un peu plus, etc. Donc, bien entendu, il y a des zones où j'ai eu un peu plus peur que d'autres, mais pas quelque chose qui tétanise ou en mode, oh mon Dieu, je suis en train de faire quelque chose d'horrible. C'est plus là, il faut gérer. Il faut est-ce qu'on pousse toute la nuit pour éviter des périodes de glace, etc., pour passer le col, parce qu'on sait que dans la vallée d'après la météo sera plus clémente. Donc voilà, il y a eu des périodes où il fallait réfléchir, il fallait faire quelque chose. Après de peur, en mode je me suis fait peur, j'étais complètement au-delà de mes limites. Physiquement non, après mentalement ouais, j'avoue, les 10 jours de pluie, j'en avais marre quoi, mais j'en avais marre qu'il pleuve, j'en avais pas marre de la Via Alpina, tu vois. J'ai jamais pensé vraiment à abandonner, même s'il y a des moments c'était plus compliqué que d'autres quoi. Donc quand tu te mets à gerber tes tripes au bout de 9 jours, il t'en reste 30, comment on fait quoi, donc et là j'étais en mode tant pis, hein, on ralentit, machin, on essaie de survivre la journée et puis on verra demain, ça ira mieux quoi. Donc non, pas vraiment de période de peur, mais des zones où je me suis dit, là c'est un peu plus tendu que d'autres quoi, donc il faut pas faire n'importe quoi. Donc pas de moment de doute, pas de moment où tu t'es dit je vais abandonner parce que là c'est vraiment trop l'abandon compliqué. n'a jamais passé mon esprit, c'est pas possible. En fait, c'était trop d'investissement. J'étais trop près du but, après avoir passé la moitié de la distance, c'était impossible. C'est pas possible. Et c'est là où justement t'as intérêt de savoir pourquoi tu le fais quoi, parce que c'était 5 ans pour pouvoir explorer les Alpes, mais surtout explorer un petit peu moi-même, tu vois, un travail sur soi, de connaissance de soi, de savoir qui on est et pourquoi on fait les choses. Et du coup il y a pas un moment où je me suis dit je vais abandonner là parce que c'est trop long, c'est trop dur. C'était trop d'investissement pendant tant d'années pour avoir le droit même de penser à abandonner. C'était interdit quoi, c'est pas possible. Il fallait y aller quoi. Et justement sur la connaissance de soi, on voit que physiquement la barbe avait poussé en 45 jours, elle était un peu plus fournie. Mais qu'est-ce qui avait changé en plus en toi?
Qu'est-ce que tu as appris sur ces 45 jours? J'étais beaucoup moins fort mentalement que ce que je pensais. Parce que mine de rien, les 10 jours de pluie m'ont brisé la tête. J'en avais marre, et à un tel point que il y a une vidéo de moi en train de littéralement hurler dans la montagne face à la météo, et en disant qu'il pleut, il pleut, et la vidéo, en fait, il y a un ciel bleu derrière. Et en fait, c'est à la fin de la jour de pluie, etc. Ça fait 10 jours qu'il pleut, et en fait, en fait, d'une demi-journée, il restera plus que 2 jours, et en fait, il fait déjà beau. Mais je m'en rends même pas compte, tu vois, et parce que tu te mets un moment des œillères, et tu te laisses prendre complètement par tes émotions, et tu craques complètement, alors qu'en fait, le problème est déjà résolu, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que bon, c'est un peu la bonne nouvelle, il y a encore du taf à faire, quoi. Donc il y a encore des ressources à aller piocher, etc. Et puis aussi physiquement, mine de rien, là j'étais dans le rythme que j'ai choisi, ça me permettait, si tu veux, de maintenir une allure de confort. Mais j'ai jamais été dans essayer de faire un effort un peu plus important tous les jours, quelque chose où je me dis, est-ce que je peux avoir une couverture là? Alors ça fait partie de une courbature là. Après, ça fait partie de ma gestion du truc, c'est-à-dire de me dire que pour survivre les 45 jours, j'ai la nécessité d'avoir la sensation de jamais avoir fait l'effort. Mais je me dis aussi que vu le niveau d'entraînement et autres, peut-être qu'il y a moyen en fait de caler en fait également de l'effort tous les jours dedans, pas seulement que du confort entre guillemets d'un effort confortable, mais également de taper un effort un peu tous les jours, et de voir du coup ce que ça peut donner, euh, à quel point ça aurait pu être mieux en fait. Mais voilà, pour l'instant je voulais juste le faire comme ça entre guillemets, avec cette espèce d'effort confortable, et maintenant je pense que les prochains projets seront sur d'avoir cet effort un peu moins confortable. Alors, sur cette aventure, sur la Via Alpina, si tu devais retenir un paysage, une rencontre, un lieu que tu as découvert et qui t'a émerveillé, qu'est-ce que tu pourrais faire ressortir? J'ai pas fait beaucoup de rencontres. J'ai croisé beaucoup plus de chamois que d'hommes, concrètement. J'ai croisé des centaines et des centaines de chamois, des bouquetins, de la faune à plus savoir quoi en faire. Du coup, j'ai pas beaucoup de rencontres. J'ai beaucoup aimé dans les refuges, cela dit, quand j'arrivais du coup plutôt tard le soir, ou vers 19h, ce qui est très très tard pour un refuge, c'est très tard d'arriver à 19h. Et du coup de regarder les gens, de voir quelqu'un arriver comme ça tout seul avec un petit sac à dos, et il t'explique qu'en fait qu'il est en train de traverser complètement les Alpes, et il y a eu un regard dans les yeux des gens qui ont l'habitude pourtant de voir des marcheurs comme ça, en mode genre ah oui, tout de même. Et c'est là où je me suis rendu compte un petit peu que ce que j'étais en train de faire était vraiment pas normal, parce que c'est les gens qui ont vraiment l'habitude de voir des gens marcher, faire des itinérants de machin, mais là ils m'ont regardé en mode genre quoi. Donc cette partie là, je me suis un peu rendu compte de l'ampleur du truc pendant que j'étais dedans en fait. Euh, et, et les plus beaux souvenirs, je crois que il y a plein de passages dans la Via Alpina où on sait que ça va être bien. On sait que les Dolomites, ça va être incroyable avec les aiguilles, etc. On sait que c'est beau. Il y a plein de choses où on sait que ça va être incroyable. Et donc du coup, quand on y est, c'est cool. Mais c'est juste beau, mais tu t'attendais à voir du beau, donc c'est bien. Mais il y a plein d'endroits qui sont pas répertoriés vraiment sur les cartes, les sommets ont pas forcément de nom, et quand tu y es, c'est en mode genre ah mais là il y a personne qui connaît ce lieu-là, vraiment, parce que il y a des lieux qui sont connus qui sont moins bien. Et il y a plein de moments comme ça où tu te retrouves au milieu de nulle part, et c'est juste incroyable. Et il y a des levées de soleil avec des genre les montagnes complètement noires au fond, avec du rouge qui est en train de complètement d'être découpé. Enfin, tu dis mais attends, on est sur Mars ou on est encore dans les Alpes, quoi. Donc il y a des moments comme ça absolument incroyables. Et puis de toute façon, toutes les levées et couchers de soleil, quand tu es en haut des sommets, c'est toujours un moment particulier, c'est toujours magique. C'est le genre de truc, tu peux le voir 1000 fois dans ta vie, la 1001e fois tu seras comme c'est quand même bien. Donc ouais, des moments magiques comme ça, il y en a eu quelques-uns. Découvrir les glaciers du Valais au petit matin avec le lever de soleil qui est en train de le rendre complètement rose. C'est vraiment, il y a des choses comme ça qui marquent, quoi. Donc
mais ce serait impossible de choisir un moment particulier parce que justement c'est plus le voyage en lui-même qu'un instant ou une destination. Monaco en lui-même, je m'en fous, tu vois. Mais c'était y arriver qui avait une énorme symbolique. Et alors, quand tu passes cette ligne d'arrivée à Monaco, quel est ton état d'esprit? T'es triste que ce soit déjà sur le terminé? moment, non. Sur le moment, non, parce que j'en pouvais juste plus. Je suis juste content d'arriver. Et puis, je pose mon sac à côté du panneau de l'arrivée de la Via Alpina et là, je me retourne et mes parents qui sont là alors qu'ils n'étaient pas censés être là. Donc, c'était assez incroyable de les voir. C'est aussi une validation une acceptation voilà, mon fils est fou, mais ça va. Je le vis bien. et, et du coup, c'était assez cool de se dire qu'en fait, je me suis donné un objectif et puis c'est fait, quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment un moment très particulier dans la vie. Il y en a peu des moments comme ça. Donc, et puis là, je l'ai fait pour moi. Donc, je l'ai pas fait pour une asso ou un machin, un truc. Non, j'avais juste envie de le faire en fait. Et voilà, c'est tout. Et puis de voir aussi le retour des gens. Il y avait des gens qui au début disaient mais de toute façon je vais jamais y arriver, c'est n'importe quoi machin. Et c'est ces mêmes personnes qui après étaient en mode j'avoue en vrai j'y croyais pas, mais le mec il l'a fait quoi. Donc c'est un chapeau. Et donc de voir l'engouement des gens sur l'arrivée etc et autres, c'était dingue quoi. Et de voir juste les badauds en train de passer alors qu'ils savent pas du tout ce qui est en train de se passer, ils regardent juste et puis ils passent. Et c'est très drôle tu vois parce que c'est voilà. Pour moi, c'était énorme d'un point de vue personnel et d'enrichissement personnel, mais faut pas oublier que ça sert pas à grand chose non plus. Donc pour les autres, tu vois, pour eux, c'est juste un documentaire sympa ou une histoire sympa à raconter. Ah, t'as vu ce qu'il a fait ce week-end, ce mec-là. Enfin voilà. Et c'est très bien comme ça. Et si par des podcasts ou des émissions comme ça, on peut derrière écoute, prendre le temps de partager et de montrer un petit peu l'envers du décor, comment on fait pour y arriver. Et au final, je pense que mon plus grand succès et les choses dont je suis plus fier pour la Via Alpina, c'est pas forcément de l'avoir fait, mais c'est la méthode que j'ai trouvée pour y arriver. Et je trouve que c'est un outil de dingue qui est une méthode pour arriver à des choses qui sur le papier sont très très difficiles voire impossibles. Et je garderai ça avec moi toute ma vie. Donc ça c'est fantastique. Est-ce que tu as eu des sollicitations, des personnes justement, tu le disais un petit peu tout à l'heure, qui sont venues vers toi pour avoir peut-être tes conseils, ton expertise dans cette ultra longue distance? Oui, donc il y a des gens qui m'ont appelé, hein, des Eric Lavry, des gens qui ont fait qui font du très très long, qui voulaient regarder un petit peu comment ça s'est passé sur une traversée des Pyrénées, sur des choses comme ça. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont contacté pour créer leurs propres projets et autres, d'avoir des retours. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, parce qu'en fait, du coup, c'est plutôt un adoubement par mes pairs, qui sont souvent d'ailleurs plus vieux que moi, mais qui me regardent plus avec un œil d'expert sur ce genre de trucs. Donc c'est plutôt cool. Et puis cette dimension de partage où voilà, on n'a pas besoin de faire vulgarisation, d'expliquer, on peut juste mettre les pieds dans le plat. Voilà, hein, quand je t'explique que ça va être pourri, c'est que ça va être pourri en fait. Enfin, et ça permet d'avoir des discussions qui sont hyper intéressantes et franches. Et il y a des gens qui me sont venus voir, j'ai fait en fait réfléchis ton projet parce que t'es pas sec quoi, tu vas te planter quoi. Donc voilà, ils reviendront plus tard, hein, tu vois. Mais et puis d'autres qui sont en train de se préparer là, on peut pas trop dire quoi et quand, mais parce qu'on les laisse bosser, tu vois. Parce que justement, hein, si moi je casse la cloche de quelqu'un alors que je mettais mes propres idées sous cloche, ce serait un petit peu l'hôpital qui se fout la charité, donc on va pas faire ça. Mais voilà, donc il y a des choses comme ça, beaucoup d'échanges de qualité avec des ultra trailers. Et puis j'ai vu aussi un petit peu le regard d'autres ultra trailers changer, et ça m'a pas trop plu parce que j'ai un genre détends-toi, viens, on va prendre une bière quoi. Enfin tu vois, pète un coup. Enfin t'as pas besoin de me vous voyez, hein, qu'est-ce que t'es en train de faire là. Enfin tu vois. Donc il y a eu ça aussi qui était bizarre parce que c'était aussi il y a eu un avant et un après clairement dans ma vie. Hein. Enfin, il y a des gens, qui me regardaient un peu bizarre alors que je les connaissais depuis 10 ans, tu vois. Donc
Donc maintenant c'est passé, tu vois, mais pendant 6 mois, bien bon 6 mois après, c'était le cas, tu vois. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, tu changeais le regard des gens sur toi alors que tu les connais depuis 10 ans. Enfin, détends-toi, quoi. Mais voilà, c'est un peu, c'est la vie, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais après, tout rendre un petit peu dans l'ordre au bout d'un moment. Et l'idée du reportage, de ce documentaire, il Ouais. est venu, enfin, cette idée est venue dès le début. Ouais. Tu avais cette envie de Non, capter quasiment des dès le images. début, parce que en fait, j'ai commencé l'ultra trail, à faire du trail, etc. J'avais une GoPro assez rapidement. Donc j'avais une GoPro en 2011. Donc en 2011, GoPro n'existait pas en France. Il a fallu que je l'importe directement des US avant de connaître maintenant tout le monde sait ce que c'est. Pouvoir filmer justement, etc. Donc j'avais commencé à faire des vidéos documentaires. Je dois avoir une centaine de vidéos de trail sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des documentaires à travers tous les parcs nationaux américains, ou plutôt 26 parcs nationaux américains dans tout l'Ouest, tout ce qui est à l'ouest de Chicago. J'avais fait des documentaires à travers l'Europe, etc. Donc j'avais filmé pas mal. Et donc pour moi, autant j'aime beaucoup être seul en montagne et dans l'effort, puisque comme ça je peux la pratiquer comme bon me semble, sachant que c'est toujours la montagne qui décide, mais la naviguer quand elle m'autorise comme bon me semble. Et ensuite partager dans un second temps. Et donc du coup, le fait de me dire, bah, tu fais un énorme projet comme ça et t'es pas foutu de réunir les fonds pour payer une équipe professionnelle pour filmer ça, je trouve que ça aurait été un gâchis absolu. Et donc du coup, bah, j'ai contacté l'équipe de Peigné Vertical qui s'est lancée dans le projet, un projet qu'ils n'avaient jamais fait de cette envergure-là non plus, donc ils ont pris un risque également. Et on s'est réunis assez tôt pour savoir qu'est-ce qu'on voulait filmer et qu'est-ce qu'on voulait pas filmer. Le pas filmer, c'était simple. On voulait pas filmer d'images qui étaient fausses, qui ne retranscrivaient pas la réalité. On avait décidé de faire un documentaire sans filtre. Si je gerbe, bah, tu me vois gerber si la caméra est là, parce que ça fait partie du truc. On va pas enjoliver le truc quand c'est moche. Quand c'est moche, il faut que les gens comprennent qu'aussi des fois c'est moche, parce que sinon c'est juste une promenade bucolique, alors que c'est pas du tout le cas. Et vraiment mettre au cœur du documentaire les Alpes, parce que en vrai, mon effort en soi, on s'en fout. C'est juste un prétexte et une invitation au voyage à découvrir les Alpes. Et des retours qu'on a eus, j'espère qu'on aura les mêmes hier, mais des retours qu'on a eus, les gens qui ont jamais fait de trail, qui ont jamais vraiment fait de rando, ont juste apprécié que c'était une histoire qui racontait au final les Alpes. Et la vraie star du truc, c'est les Alpes, point barre. Et c'est ce qu'on a voulu faire, et les gens nous l'ont dit directement, sans qu'on leur dise, qu'on ait besoin de leur dire. Donc ça veut dire que la mission est accomplie, et qu'on a pu du coup partager un bout de passion et donner aux gens de noter sur un bout de papier où est-ce qu'ils peuvent aller en vacances. Ce qu'on a vu faire des gens dans la salle pendant les projections. Donc ça c'est vachement bien, je note, pour pouvoir y aller. Donc ça c'est ultra cool, parce que c'était donner aussi l'envie aux gens de faire quelque chose à leur échelle, mais de faire quelque chose. Et donc c'est là où c'était absolument c'est là où le côté partage et de faire ce documentaire permet ça. Et ça c'est magnifique, quoi. Ça vaut le coup. Et tu es parti sur de l'autofinancement. C'était pas un sponsor Absolument. qui a, entre guillemets, couvert les frais de réalisation. J'ai payé tout moi-même. Donc Peigné Vertical a vraiment joué le jeu aussi. Donc ils ont fait un tarif qui était vraiment ric-rac par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Donc ils ont vraiment joué le jeu, et puis ils ont fait une qualité de prod absolument incroyable. Donc ça vaut le coup, hein. Et puis ensuite, il faut payer quelqu'un pour faire de la musique originale, parce que en vrai, ça donne vraiment une âme au documentaire. Donc voilà, donc voilà, on a joué le jeu. On a vraiment fait le taf de produire quelque chose. Voilà, il n'y avait pas de financement. Concrètement, j'avais la possibilité de faire venir des sponsors dessus, ou plutôt de garder mes sponsors de l'époque. Mais la réalité, c'est que de mettre un sponsor et du coup que quelqu'un ait une main sur un contenu éditorial alors qu'il met moins de 10% du coût du projet, on mange un peu des pâtes, et puis on serre la ceinture, et puis on met les 10% restants. Et au final, je regrette rien, parce que j'ai pas eu besoin de faire des zooms sur des marques ou des chaussures dans le documentaire, et ça rend le documentaire rafraîchissant par rapport à des obligations contractuelles qu'on peut voir dans d'autres documentaires. Donc
Après, on sait que c'est nécessaire, hein, parfois. C'est ce qui permet que le film existe. Hein, donc, vas-y, zoom sur la barre ou sur la canette de Red Bull quand t'es en train de prendre le truc. Bah, fais-le. Voilà. Mais on sait très bien que c'est débile et que en vrai, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Donc, c'était un petit peu l'objectif de permettre d'être complètement libre sur la création et puis de donner carte blanche à l'équipe d'édition. Donc, en gros, ils ont monté quelque chose et je leur ai donné carte blanche. Hein, donc, c'était à eux on avait une trame, etc., qu'on avait construite ensemble, mais c'était à eux de le faire ce que ça me permettait, ça d'éviter un documentaire moi je, et du coup de vraiment faire un documentaire sur les Alpes, ce qui était vraiment l'objectif. Du coup, j'avais un droit de regard quelque part, mais en vrai, je l'ai pas utilisé. Surtout sur les points de détail du style, le chiffre était pas bon dans la case. Attention, là, c'était au kilomètre 130 et pas 128. Ce genre de choses, tu vois. Attention, t'as mis Cortina alors qu'en fait, on est encore en Autriche. Donc, voilà, des choses comme ça, tu vois. Plus de corrections, mais du coup, ça donne un truc, je pense, qui est vraiment intéressant à regarder. Là, c'était l'occasion, du coup. Hier, du coup, on a fait une projection. On en avait fait quelques-unes à Lyon et dans d'autres villes, pouvoir en plus échanger, comme ça on a un échange direct, mais tu vois, le documentaire est aussi disponible en ligne où les gens peuvent aller le regarder sur Vimeo. Ça coûte 4 balles à louer, hein, ça cache pas un canard. Ça me permet aussi accessoirement de récupérer une toute petite partie de ma mise. Hein, si là j'ai dû récupérer moins de 20%. Du coup, après, je l'ai pas fait pour gagner de la thune, hein, donc voilà. Mais bon, si je récupère de la thune, ben c'est cool parce que ça permet de financer les suivants. Donc voilà, donc ça permet d'aider. Donc mais ouais, non, aucun regret là-dessus. Et puis ça permet de partager et puis du coup d'aller rencontrer du monde. Et puis si quelqu'un s'est mis à courir parce qu'il a vu un truc, c'est tout gagné, quoi. Alors justement, tu me tends la perche. Les prochains, quels seront-ils, ces défis? Est-ce que tu as déjà une idée? Je pense que oui. J'ai des petites idées, voilà, je vais pas te mentir. Mais non, mais après, je suis en train de vraiment être tenté pour le Sentier des Appalaches, pour l'Appalachian Trail. Je trouve que c'est un sentier qui est intéressant aux États-Unis à faire, où il y a quelque chose à faire vraiment sur les records aussi, parce que oui, alors autant le sentier me fait un peu envie, il est pas trop mal, mais c'est vrai que les records sont aussi accessibles, donc ça me permettrait de concilier les deux, d'avoir une future audience, peut-être potentiellement des sponsors, et puis et surtout de faire un truc qui m'intéresse. Donc voilà, il faut essayer de trouver un truc un peu intermédiaire. Pour pouvoir un peu jongler la chèvre, le loup et le chou, quoi. Donc il faut regarder un peu, mais ouais, peut-être le sentier des Appalaches. Après, il y a d'autres sentiers aux US qui sont assez intéressants. Je suis en train de me pencher aussi sur le cas de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est 1600 kilomètres, donc en 15 jours en solitaire, c'est vraiment faisable. Donc 15 jours, c'est une vacance standard, hein, donc c'est assez cool. Donc je suis en train d'y penser aussi, quoi. Donc voilà, d'avoir des choses qui seront peut-être plus ou moins filmées. Je pense que Saint-Jacques sera pas forcément filmé avec une équipe documentaire pleine, mais et d'autres où oui, ça vaut vraiment le coup d'aller filmer le Sentier des Appalaches, de faire un documentaire vraiment cool. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, donc de faire des trucs un peu plus personnels, de continuer à faire des courses un petit peu débiles, parce qu'au final, moi j'aime bien. On prend goût à ce genre de trucs. Et puis ouais, de continuer à se faire plaisir. Et puis, si on peut refaire un documentaire dans 1 ou 2 ans, je pense que sur un gros projet, je pense que ça serait pas mal de pouvoir de nouveau partager un gros moment comme ça, et puis de faire découvrir quelque chose de complètement nouveau à pas mal de gens. Comment tu as vécu, après avoir atterri de cette Via Alpina, toute cette période de confinement? Ça a été dur pour toi qui a, on va dire, l'esprit qui part relativement loin? Oui, après, en fait, moi, j'étais, en gros, moi, mentalement, j'étais au fond, j'ai mis pas mal de temps à récupérer, et j'ai récupéré, en gros, 2 semaines après, on était confinés, pour la première fois. Donc, en fait, au moment où je commençais de nouveau à pouvoir et vouloir sortir et faire des choses, on a été confinés. Donc, j'ai acheté un vélo d'appartement 1 semaine avant le premier confinement, parce que j'ai senti le coup venir, et du coup, j'ai fait 50 jours avec 5000 km de home trainer en 50 jours. Je faisais 100 km par jour sur Home Trainer. Donc j'ai pu revenir réacquérir un niveau physique et autres. Mais après, là, le confinement, ils nous ont dit 2 semaines au début, mais moi je me suis mis directement en tête que ça allait durer 6 mois, parce que il fallait pas être, maintenant c'est facile de lire maintenant, mais
mes collègues pourront acquiescer que je fais, mais c'est pas grave, on sera confiné jusqu'à mi-mai, voire mi-juin, donc préparez-vous, hein. Enfin, c'est pas pour 2 semaines là, hein. On est là pour durer, hein, parce que ça marche pas comme ça, un confinement, une quarantaine, hein, c'est 40 jours, hein. Enfin bref. Et et donc du coup, on sait qu'on était parti, donc directement, là, c'est là où la Via Alpina m'a aidé, hein, c'est qu'en gros, je me suis directement mis en tête qu'on en avait pour 6 mois, donc du coup, quand on nous a libérés au mois de mai, au lieu du mois de juin, j'avais gagné un mois, quoi. Donc au lieu de me dire que toutes les semaines il nous en rajoutait une, non, enfin je savais où on allait, donc voilà. Donc le confinement, après moi je suis vraiment pas à plaindre, je vis seul dans un 55 mètres carrés, j'ai de quoi faire du sport dans mon appart parce que je m'étais équipé pour, enfin donc je l'ai très bien vécu par rapport à d'autres, j'étais pas entassé, etc. J'avais déjà un bureau pour travailler, etc. Donc enfin moi ça va, enfin j'ai vraiment pas le droit de me plaindre. Alors est-ce que je voulais aller courir, sortir au-delà d'un rayon d'un kilomètre? Bien sûr. Est-ce que je l'ai fait? Ben non, je l'ai pas fait. Voilà. Parce que aussi quand t'as 1000 ou 10 000 personnes qui te suivent, au bout d'un moment, enfin faut montrer un petit peu l'exemple, quoi. Et s'il y a un mec qui traverse les Alpes pour son plaisir est capable de rester chez lui, en fait tu devrais peut-être respecter un petit peu les règles aussi. Mais bon, mais voilà, et il fallait montrer un petit peu l'exemple, même si ça me saoulait, mais voilà. Donc non, plutôt bien par rapport à d'autres, quoi. Bon, ce sera le mot de la fin. Bien par rapport à d'autres. Tu avais connu de toute façon des choses beaucoup plus difficiles. J'ai vécu pire. Disons quoi, d'être seul pendant 50 jours, je connais, moi, donc c'était pas très grave. Alors, pour celles et ceux qui ont manqué ta venue donc à Main-sur-Loire pour ce ciné-conférence autour de l'Ultra Trail avec la projection donc de ton documentaire La Via Alpina, sur quel réseau tu peux les inviter à te rejoindre? Peut-être déjà pour voir le reportage à nouveau, une deuxième fois peut-être. Voir le reportage, c'est avec plaisir. C'est sur Vimeo que ça se passe. vimeo.com. Ça doit être /VOD/Via Alpina. Il y aura le lien. Je remettrai les liens voilà. dans les notes de l'épisode. Même si vous mettez Vimeo Via Alpina Guillaume Artus, ça devrait sortir. Le premier lien sur Google ou sur votre moteur de recherche, ça devrait ressortir. Donc ça c'est pour voir le documentaire. Si vous voulez vous faire une petite idée, il y a un petit teaser de 2 minutes pour vous donner une idée de la qualité. Hein. On est vraiment pas sur de la qualité amateur. On a vraiment c'est un vrai documentaire. Hein. Ça pourrait passer à heure de grande écoute un dimanche soir sur un 66 minutes ou un truc comme ça. Vous verriez pas la différence en termes de qualité, hein, vraiment. Enfin si, peut-être sur les lignes éditoriales, hein, qui est un peu meilleur que ce qu'on peut trouver sur la télé, mais ça c'est une question de point de vue. Donc on peut le retrouver là-dessus. Et puis sinon mon projet s'appelle depuis des années donc Run Explorer, donc courir et explorer, un runner et explorer tout attaché. Vous trouvez ça sur Instagram, sur Facebook, et puis sinon directement Guillaume Artus sur Strava ou sur YouTube. Vous pouvez retrouver 2-3 trucs. Si vous voulez vous perdre à regarder des chemins et des sentiers à travers la planète, il y a une centaine de vidéos YouTube qui existent sur je sais même plus combien il y a de pays, il doit y avoir une trentaine de pays, 50 ou 60 parcs nationaux, et puis aussi des petits bouts de chemin que vous avez jamais vus, genre des trucs paumés au Kosovo. Donc voilà, il y a des trucs à voir. Attention, c'est un peu un puissant fin en termes de contenu. Donc quand vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage, il peut vous en arriver d'en regarder 30 ou 40 de suite, donc faites gaffe. mais voilà, vous pouvez me suivre sur ces trucs-là, et puis au lieu de me suivre, allez courir, ça ira mieux déjà. Donc allez dehors, allez explorer les trucs, que ce soit à côté de chez vous, partez à l'aventure, prenez une nuit en refuge, et puis découvrez les trucs, quoi. Prenez un peu des risques considérés, mais prenez un peu des risques, allez découvrir des choses et faites des choses nouvelles. Eh bien, merci Guillaume pour ce long échange après ta venue donc dans la région, avec plaisir. Pour ce reportage donc sur la Via Alpina, hein, ton aventure en 44 jours, 8 heures et 45 minutes, 2650 km et 150 000 mètres de dénivelé. C'est ça. Merci à toi, et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à
laissez une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.